Oui, bonjour, nous revoilà donc après un hiatus de 3 mois. Pour des questions techniques, nous avons dû suspendre nos émissions, mais là, on recommence d'une manière, j'espère, hebdomadaire, avec nos invités et surtout avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Bonjour Nicolas. Euh, alors, cette émission, on l'a intitulée, pour la première émission, Est-ce qu'on vit la débâcle occidentale? Pourquoi la débâcle occidentale, Nicolas? Alors, on peut dire évidemment que c'est exagéré ou polémique. Disons que l'Europe a connu un déficit commercial colossal suite aux sanctions qui devaient soi-disant affaiblir la Russie. On est passé, je crois, à 430 milliards de déficit commercial alors qu'on avait un excédent de 55 milliards avant. On n'a absolument aucune victoire militaire contre la Russie, ni des États-Unis, ni de la France, ni du reste. On a une Amérique en très mauvais état, avec un système juridique qui poursuit Trump d'une manière assez ignoble. On a un problème économique global, financier global, avec ces histoires de banques. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Jusque-là, l'Occident s'en est sorti en allant toujours plus loin dans sa course à la folie. Il faut bien le dire. C'est pour ça que quand on dit que c'est une débâcle, il y a une phrase ironique, une expression ironique de Céline qui dit toute débâcle est un coup de grâce. On verra. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que après tout, on est habitué à nager dans le chaos, on est habitué à nager dans ce que j'appelle le présent perpétuel. On parlait hors antenne des années 60. Les années 60 ont détruit la civilisation telle qu'on la connaissait avant. J'en ai parlé plusieurs fois. Donc, c'est le début du krach occidental, explosion de la morale, implosion de la famille et multiplication des divorces, naissance de la sous-culture, de la contre-culture, de la pornographie, de la débauche reconnue par le système. Aujourd'hui, avec le wokisme, on est au bout de ça, au bout de 2 générations. Donc, on peut se demander deux choses. C'est ça que je voudrais, là-dessus que je voudrais insister. Un, est-ce qu'on a un krach occidental qui précipite une chute de l'Occident par rapport aux nouvelles puissances ascendantes comme la Russie et la Chine et par rapport aussi à d'autres pays qui les rejoignent, y compris l'Arabie saoudite qui était jusque-là un allié indéfectible des États-Unis. C'est ce qu'on avait encore compris à l'époque de Trump. Et puis finalement, il considère que Biden et sa bande n'est pas sérieuse, elle est dangereuse et pas sérieuse, ça me paraît évident. L'Europe non plus n'est pas sérieuse et elle est dangereuse. Même s'ils n'ont pas d'énormes moyens militaires, les Européens peuvent déclencher une guerre nucléaire. Les Américains n'ont plus les moyens de mater l'Afghanistan, ne seraient plus capables d'attaquer l'Irak, mais aujourd'hui, ils veulent s'en prendre à la fois à la Chine et à la Russie, donc ça paraît démentiel. Donc on a cette atmosphère de krach, mais on a aussi cette idée que finalement, c'est une culture qui aime vivre dans l'apocalypse. Et elle est à l'aise là-dedans. Je rappelle mon recueil, qui est le plus vendu, Dans la gueule de la bête de l'Apocalypse. Ça, c'est une statue inspirée par un dieu mexicain, une statue mexicaine, qui représente assez bien la bête de l'Apocalypse. Et le problème, c'est qu'elle est devant le siège de l'ONU. L'ONU qui est contrôlée totalement par les États-Unis et par l'Occident, et qui, via l'OMS, via Bill Gates, via Soros, via le numérique, essaye de créer cette dictature mondiale des réseaux, des vaccins qu'on a dénoncé toi et moi depuis des années. Et finalement, une dictature qui repose même plus sur des moyens matériels, mais uniquement sur une hypnose médiatique qui marche à fond avec 90% de la masse occidentale, il faut bien le reconnaître, et qui repose maintenant sur une économie compromise par les mêmes occidentaux. C'est-à-dire que on a vu ce qui s'est passé en Hollande, ils veulent plus d'agriculture. Bon, ben, supprime ton agriculture. On a vu ce que je disais il y a quelques mois. Je ne veux pas du pétrole parce que ça pollue. Je ne veux pas du charbon parce que ça pollue. Je ne veux pas du gaz parce que c'est russe. Donc, je ne veux rien. Bon, ben, allons-y. Donc, on se tape 25 ou 30 d'inflation, qui est déguisée à 5 et on arrive à une situation catastrophique pour pas mal de gens. Et puis finalement, ça ne bouge toujours pas. C'est ça qui est extraordinaire. On en revient aux mythologies de Oz, du magicien d'Oz. L'hypnose marche très fort sur l'Occident. Je me suis rendu compte qu'elle marche en fait depuis des siècles et que vraisemblablement elle marche depuis le XVIe siècle, depuis l'imprimerie. L'imprimerie de Gutenberg devient une masse, un moyen de pression totale sur les gens. Et comme l'a dit Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, pour faire des bons soldats, il faut de l'instruction. Il faut les alphabétiser. En fait, en alphabétisant les gens, on a pu trouver un moyen fantastique de les conditionner, beaucoup plus qu'au Moyen Âge, où c'était beaucoup plus difficile. Il y avait que des cultures orales. À partir du moment où la culture devient écrite, et à partir du moment où on peut industrialiser ça, notamment par l'éducation, enfin l'éducation entre guillemets, évidemment,
et par le conditionnement typographique, pour parler comme McLuhan, eh ben, on arrive en effet à créer une société qui suit. Et en fait, on se rend compte que les Occidentaux suivent leur gouvernement sur le dossier ukrainien. Ils suivent. Je viens de publier un texte d'un Ukrainien qui parle des conditions effarantes de la vie en Ukraine. Évidemment, la pêche aux soldats, on les rafle, les rafles de pauvres gars pour aller les envoyer se faire tuer à Bakhmut ou ailleurs, sous les missiles russes. On a la misère, on a l'effondrement du niveau de vie, et puis finalement, on nous a imposé ça aussi en Europe depuis un an, et ça se passe assez bien. Ça se passe assez bien. On ne voit pas de manifestations énormes. Alors, on a un peu un crack français. On va en revenir en deuxième partie d'émission. Oui, c'est ce que je voulais intervenir. Le crack français me paraît assez intéressant parce qu'il est lié à un autre problème que j'ai étudié il y a 20 ans, 25 ans, et on a réédité le livre avec Tatiana. C'est le coq hérétique. On s'est contenté du sous-titre cette fois, Autopsie de l'exception française. L'autopsie de l'exception française, on vient de le republier sur Amazon. Vu que tu mentionnes les livres sur la France, je rappelle aussi le choc de Macron qu'on a édité ensemble, La fin Oui. des libertés et nouvelle résistance. Bon, Oui. j'espère que tu le vends. Je suis très content d'avoir publié ce livre. Il n'a pas vieilli et j'avais prévu la catastrophe qui allait se passer avec Macron. Ça, c'est clair. Donc, je termine pour le crack occidental. On a un affaiblissement géopolitique. On a un affaiblissement économique. On a un effondrement énergétique. On a un effondrement moral. Il est très difficile de faire d'un côté la culture woke et de l'autre côté la guerre. C'est pas sérieux. Surtout pas face à des gens comme les Chinois et les Russes. Donc, il est très difficile de motiver les Africains sur des contre-valeurs comme celles du wokisme et des LGBTQ. Il est très difficile de motiver les musulmans là-dessus. L'effondrement du catholicisme, je n'ai pas arrêté de le dire depuis 12 ans quand j'ai compris au bout de quelques semaines qui était Bergoglio. C'était le pape de la mondialisation, le pape de la fin des papes. Donc, les cathos se sont rangés comme un seul homme derrière la mondialisation, derrière Macron. Et j'ai un ami catholique, un intégriste, entre guillemets, qui m'a dit hier, la communauté Saint-Pie et tout ça, c'est mort. C'est mort. Ça s'est effondré, ça se rapproche de Bergoglio, ça peut se rapprocher d'un homme politique, etc. C'est mort, c'est-à-dire il n'y a plus de substance du tout dans le christianisme en Occident. Donc tout ça, quand même, c'est un crack. Évidemment, après, il y a une dimension ironique. On a l'impression que les gens sont contents. Ou c'est pas très grave, c'est ce que tu disais hors antenne. Finalement, les gens gobent tout à l'école comme à la télé, sur le wokisme, les cours pour les gosses, etc. Et on est dans une atmosphère, je pensais en ce moment à cet écrivain qui est plus un personnage qu'un écrivain, à Antonin Artaud. Antonin Artaud et la culture sardanapale, Héliogabale. On est assez proche de Macron, Macron en Kinshasa, ce qu'il n'y a pas dans Playboy. Tel autre qui pif gadget. On est arrivé à une culture, à une inculture effrayante. Et c'est vrai qu'on a du mal maintenant à se dire comment ça va durer. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui peut. Alors, la seule chose qui peut arrêter ce cirque, c'est un effondrement monétaire, comme ils disent toujours. On l'attend. Hein, pour l'instant, ça fait 60 ans qu'on le dit. Tana a sorti un document de la presse Koweïti en anglais des années 70 qui parlait de l'effondrement du dollar déjà. Donc De Gaulle aussi le désirait dans les années 60. C'est pour ça qu'on se moquait de lui en l'appelant Goldfinger par rapport à la culture de Gaulle de Deleuze. Puis on se disait, bon, ce crack va bien se produire. Ben, on ne sait pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un affaiblissement évident. Maintenant, est-ce que ça va les empêcher de continuer, passez-moi l'expression, à déconner? Et je pense notamment à l'euro numérique, à la surveillance algorithmique, à la biométrie, à toutes ces horreurs qui sont encore préparées par les fonctionnaires totalement fous de Bruxelles. Là, malheureusement, et là aussi, est-ce que les gens se défendront pour ça? Moi, je suis sûr que non, comme pour le reste. Et donc, je ne suis pas du tout optimiste pour le futur. On se retrouve dans un cas de figure que j'avais déjà évoqué. On peut parler soit d'un totalitarisme, soit d'un effondrement. Moi, je dis on peut avoir les deux. Une des conditions importantes du totalitarisme soviétique et communiste, c'était justement la pauvreté. Le fait de priver les gens de presque tout les rend extrêmement dépendants de quelques petits produits et tu peux leur prendre leur liberté encore plus facilement. Je crois que c'est encore plus simple. Donc, le crack occidental, oui, mais espérons qu'il y aura quelque chose, mais je ne suis pas sûr du tout.
Mais on a déjà vu d'ailleurs avec l'histoire du vaccin, du Covid, qu'on a quand même donné, on a accepté 2 ans de privation de liberté sans bouger. Alors, je suis d'accord. Et alors, il y a une chose qui m'étonne, c'est pourquoi ils ont arrêté le cirque, les gens qui dirigent. Je ne sais Est-ce pas. qu'ils avaient une meilleure idée derrière? Pourquoi ça a arrêté d'un coup? Par exemple, en France, ils ont arrêté parce qu'il y avait les élections présidentielles. C'est que pour ça, hein. Moi, je me disais peut-être que même Macron dira il n'y aura pas d'élection présidentielle parce que vous êtes trop malade. Ça marche, il n'y a aucun problème avec les Français, tout marche. Donc, je reste président et dans 5 ans, ou dans 10 ans, dans 20 ans, si vous êtes bien sage, peut-être que je ferai des élections parce que là, vous pourrez sortir sans masque. Je ne sais pas. C'était pourquoi ils ont arrêté ce cirque. Alors, et ils ont décidé de changer de fusil d'épaule, de changer de sujet. Alors, immédiatement, il y a eu la guerre. La Hein, guerre d'Ukraine, bien entendu. merci Poutine. Poutine a attaqué, donc ça a pu mettre en place le Grand Recette. On a fait une émission dessus qui a eu beaucoup d'auditeurs. Guerre et Grand Recette, la guerre orwellienne. Tu balances, hier je lisais presse russe, hein. Je ne lis que la presse russe, je ne lis pas la presse pro-russe. La presse pro-russe francophone raconte souvent n'importe quoi, la presse russe moins. Et c'est comme quand il faut lire, je le dis souvent, la presse israélienne ou tout ça, il faut lire les gens qui t'informent directement. Donc, il y a, alors, en Biélorussie, il y a peine de mort pour un fonctionnaire qui trahit sa patrie, peine de mort. Et en Russie, c'est peine de prison à vie, plus évidemment des persécutions contre tout le monde. Donc, on renforce ce que je disais il y a un an, c'est la guerre orwellienne, où il s'agit de renforcer le pouvoir de l'élite, de calmer un peu plus le peuple et de le priver de victuailles, de nourriture, comme ils font actuellement en Europe, à peu près partout, avec une inflation alimentaire de 25 à 30. Moi, en Espagne, j'en suis à 60% pour le beurre et 60% pour l'huile. C'est quand même pas mal. C'est Et c'est- alors évidemment, c'est pas la guerre, non, c'est le changement climatique cette fois. Et alors là, on va vous priver d'eau, on va vous priver de mangeaille, on va priver parce qu'il faut sauver le climat, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Finalement, ils ont arrêté le vaccin parce que c'était un peu usé. Maintenant, le Greta repart en mode turbo et c'est le changement climatique. Bon, ceci dit, nous, ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de pluie, hein, donc je ne suis pas très rassuré non plus. Je ne sais pas si c'est Biden et le projet ARP qui fonctionnent là-dedans pour nous priver d'eau en Espagne, mais il ne pleut plus. Bref, ils ont changé le fusil d'épaule. Et puis après, il y a cette histoire, on voulait en parler, de la France, avec cette histoire de retraite. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, moi, d'abord, déjà, je pense que déjà dire que la retraite est à 64 ans, c'est faux. Parce qu'en fait, Oui, la retraite est de 67 ans. Parce oui. que je vois mal quelqu'un qui puisse cotiser 43 ans, 43 cotisations, ça veut dire 43 ans sans s'arrêter de travailler, ce qui est impossible. Donc en fait, la retraite, déjà, n'est pas à 64 ans, elle est à 67 ans. Oui, mais alors tu viens d'expliquer pourquoi les gens ne réagissent pas, parce que pour plein de gens, elle est déjà très tard, la retraite. Il y a plein de gens maintenant qui ont bac+5. On va dire la moitié de la population en bac+5. Les Pratiquement. seuls que ça enquiquine, c'est les éboueurs. C'est pour ça qu'ils ont laissé les poubelles dans cet état-là à Paris, ou des gens qui ont des métiers manuels durs. Et le reste, moi j'ai par exemple des copains profs, c'est la retraite, comme tu viens de dire, à 67 ans. Tous, tous. Oui, donc ils vont l'officialiser Bac plus peut-être dans 5 deux égale ans. retraite à 67 ans. Donc là, déjà, il y a une entourloupe. La deuxième entourloupe, c'est que pourquoi il a été aussi brutal, Macron? On nous dit que c'est parce qu'il fallait faire passer cette réforme à tout prix pour faire plaisir à Bruxelles. J'ai des doutes même. J'ai des doutes. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un billard à 3 bandes. Ils avaient prévu qu'il y aurait un échauffement parce que ça se sentait. Les gens en ont marre de Macron, ils en ont marre du système et ils ne savent pas ce qu'ils veulent d'autre. Donc, on les laisse se fatiguer. Tu leur donnes une poupée avec un chiffon rouge à mordre, hein, comme un chien, et ils grognent dessus. Ça dure quelques semaines, on voit qu'ils sont déjà fatigués, parce que non seulement ils sont fatigués de travailler depuis qu'ils sont 6 fois vaccinés, mais ils sont aussi fatigués de manifester. Donc, on a quelques centaines ou quelques dizaines. Moi, tous les jours, je regarde Anonyme Citoyen. Je trouve que pour un gars qui suit l'actualité révolutionnaire, il n'y a pas de révolution du tout. Il y a Mais quelques centaines de gars ou quelques dizaines qui te bloquent des accès à la pauvre ville de Nantes ou à la pauvre ville de Rennes. Il y a une raffinerie qui est bloquée avec quelques trucs qui brûlent. Il y a eu quelques poubelles pas ramassées et brûlées à Paris, mais c'est tout.
Mais Il y a plus de masse. Et alors, pour l'essentiel, les antisystèmes font une fois de plus le boulot de Macron en disant, regardez les brutes de braves comme ils frappent les pauvres étudiants dans les rues de Paris ou ailleurs. Et au final, les gens ne sortent plus parce qu'ils sont inhibés. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a fasciné, c'est, tu as vu, comme moi, je suppose, Conflans, la bagarre avec les étudiants. Et alors, donc, les flics attrapent un jeune, se mettent à le tabasser, ils savent faire que ça. Mais ça, c'est une vieille tradition française, hein. L'autoritarisme, le césarisme, etc., c'est typiquement français, et pas seulement les droits de l'homme, mais l'antiracisme et l'humanitarisme, hein. D'ailleurs, ça va ensemble. D'ailleurs, ça va ensemble. Bref, les autres se sont contentés de filmer la scène. Alors, il y a eu une petite discussion sur le blog, peut-être d'ailleurs toujours d'anonymes citoyens, pour dire, franchement, ils sont nuls. Et alors les autres, oh, les pauvres enfants, comme vous êtes méchants de parler d'eux comme ça, vous êtes méchants. C'est quand même des gosses de 17 ans, c'est quand même des gosses qui font du sport. Si tu n'es pas en forme à cet âge-là et si tu n'as pas un esprit de réaction physique à cet âge-là, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas à mon âge que tu l'as, ce n'est pas 60 ans. Ça, c'est de la blague. Mais ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils filment. Alors, ça m'a rappelé Guy Debord, comme toujours, Société du spectacle, comme toujours, et l'idée que le voir, le verbe, hein, VOIR, le voir, domine tout le projet occidental, d'ailleurs depuis le XVIe siècle, avec la perspective, avec la peinture de la Renaissance, avec l'architecture moderne et avec la, la, la presse à imprimer dont on parlait tout à l'heure, avec Gutenberg et notre ami McLuhan. Les gars se nourrissent d'images et ça leur suffit. Et d'ailleurs, le système l'a compris. Le système, au fur et à mesure qu'il va nous priver de viande, de tout, pour nous faire manger des insectes, parce qu'il faut qu'on aime bien, le système nous laissera ce petit écran de 4 cm sur 2 pour qu'on s'abrutisse dessus toute la journée et qu'on ne fasse plus rien. Donc moi, par rapport à l'affaire Macron, je ne crois pas du tout qu'ils soient affaiblis. Je crois qu'ils ont joué un système d'énerver la population pour rien, avec très peu de réactions, et qu'ils en ont encore beaucoup moins qu'à l'époque des Gilets jaunes, alors que la situation est 10 fois plus grave, qu'on est 2 fois plus endetté, que le coût de la vie est 2 fois plus cher, et que ça passe une fois de plus, pas comme une lettre à la poste, on va dire pour faire un jeu de mots, une lettre comme à la malle-poste. Nicolas, n'oublions pas aussi que les jeunes font partie de la génération woke. Ils sont Mmh. totalement wokisés, Oui, donc ils oui, n'ont plus l'esprit de lutte comme non. nous, on pouvait l'avoir dans les années 70. Il y a un texte de Michéa qui en parle très bien. Il dit que depuis les années 80, la jeunesse n'est plus réellement de gauche, la jeunesse ne conteste plus, elle n'a plus de culture, elle n'a plus de références marxistes ou autres. Moi, j'en ai des références marxistes, eux n'en ont pas. Par contre, elle est devenue antiraciste. À l'époque, c'est ce que raconte Michéa, calcul de Mitterrand, de Attali et de Jean-Louis Bianco. Ensuite, culture antiraciste à fond, touche pas à mon pote, etc. Résultat, le pays est complètement métissé une génération après, mais on ne va pas polémiquer, on n'en a plus rien à foutre, toi et moi. Et à l'arrivée, moi je suis marié une Ukrainienne, mon prêtre est serbe, mon témoin de mariage est chinois, et je vis en Espagne après avoir vécu en Argentine. Donc, qu'on me gave pas avec cette question-là. Mais la jeunesse aujourd'hui, comme tu viens de le dire, est woke. C'est-à-dire qu'elle est conditionnée sur des combats débiles et au lieu de se révolter contre le social ou contre le vaccin ou contre le néolibéralisme ou contre le fait que les 10 Français les plus riches, comme disait une fois Mélenchon, ont plus d'argent que les 30 millions les plus pauvres, je rappelle que quand même Bernard Arnault a 1000 milliards. 1000 milliards de francs, il a 200 milliards de dollars, il est plus riche que Crésus et il est plus riche que Elon Musk. Donc, tout ça, ils s'en foutent, les jeunes, ils s'en foutent complètement. C'est savoir maintenant si je veux être une femme ou un homme à 18 ans. Donc, en effet, quand tu as une opposition comme ça, c'est pas la peine, après ça, comme font pas mal de crétins, je trouve, dans nos milieux, de parler de l'opposition contrôlée ou pas. Hein. C'est simplement d'observer qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, à Oui, partir du mais il moment ne où il faut y a... pas oublier non plus qu'à part le noyau dur anti-Macron, la plupart des manifestants et les syndicats ont voté pour Macron. Et Macron mais avait très bien dit à l'époque qu'il voulait passer cette réforme des retraites. les syndicats ne sont pas de la fausse opposition. Les syndicats sont le gouvernement. On se fout Exact. de nous. On se fout de nous. Ils ont mis en plein milieu des grèves une woke LGBTQ à la tête de la CGT. Ils se foutent de nos gueules. Ils ont raison de continuer comme ça. Et c'est même pas de la gentrification, mademoiselle Binet. C'est un je m'en foutisme sidéral. C'est là ce qu'il n'y a pas de gauche. Voilà, c'est là ce qu'il n'y a pas de gauche. Tu voulais ça, tu l'as. Il ne manque plus qu'elle pose
en, Playboy. en mini-jupe pour Playboy ou pour un journal de la concurrence pour Hustler ou pour lui, on s'en fout d'ailleurs. Mais bon, on en est à ce niveau-là. C'est un système qui a réussi à liquider, à liquéfier complètement toute l'opposition. Michel a dit, il s'est fait traiter de. Alors, je regardais sa fiche Wikipédia, c'est assez rigolo. Il est constamment attaqué comme réactionnaire, où il donne du grain à moudre aux réactionnaires, parce qu'il attaque les woke ou parce qu'il attaquerait Macron, parce que ci ou parce que ça. Donc, il n'y a rien. Mais les syndicats, c'est même ce que je voulais dire, c'est même pas qu'ils sont de l'opposition contrôlée, ils sont le gouvernement. Tous les mecs de la CGT sont payés 5 à 7 000 euros et de la CFDT par le gouvernement. C'est sorti sur échelle de Jacob. Je ne savais pas. Je ne savais pas. En fait, ils ont été achetés comme la presse. C'est ce que disait Delamarche très brillamment dans une bonne formule sur la presse. Il s'est acheté cette corporation. Mais Macron n'est pas bête. Il a acheté toutes les corporations. Et il faut croire que dans tous les pays, ça ne bouge plus à cause de ça. On a aussi vu que notre Assemblée nationale ne fait rien, ne fout rien. J'ai un ami là, du Réveil des Moutons qui m'a dit, je pense que c'est les loges qui ont organisé ce vote. Tu sais, soi-disant, à 9 voix près, Macron aurait pu être battu, blabla. Non, 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 non. À 9 voix près, ils ont combiné pour le suspense. Ça fait partie de ce plan dont je parlais tout à l'heure. Ils ont provoqué une rébellion sur le 49.3 et sur les retraites. Ils ont laissé s'épuiser l'opposition et ils vont pouvoir faire passer l'agenda numérique et l'agenda grand recette beaucoup plus facilement maintenant parce qu'ils ont pu évaluer l'incroyable faiblesse de l'adversaire. Donc tout à l'heure, on parlait de la débâcle occidentale au niveau mondial, mais il y a une débâcle occidentale au niveau intérieur qui va permettre d'accélérer l'appauvrissement de la population et la dictature numérique. Je suis désolé, mais je n'ai pas de meilleure explication à donner que celle que j'ai donnée aujourd'hui sur ces sujets assez graves. Et les oppositions sont toutes non pas contrôlées, mais achetées et fonctionnalisées. On en est là. Ou totalement marginalisé pour les vraies oppositions qui n'existent vraiment pas au niveau Oui, de masse. c'est des gens comme toi et moi. On a quelques milliers de lecteurs ou Oui, quand on parle d'auditeurs. à nous-mêmes, en gros, on parle à nous-mêmes. Donc, la parole de la fin, Nicolas. Tu veux que je donne une parole de la Oui, fin? je te laisse pour la parole de la fin. Oui, ben moi j'en reviens toujours à Tocqueville. Il dit que dans le monde moderne, les révolutions deviendront rares, voire impossibles. Et 20 ans plus tard, après 1870, Bakounine dit des Français, ce peuple n'est plus révolutionnaire du tout. Voilà. Là, on est en train de le vivre dans une configuration malheureusement dangereuse pour nous, puisque les élites malthusiennes qui contrôlent l'humanité depuis Maurice Strong et depuis les années 70 ont décidé de réduire notre nombre, de réduire notre train de vie et de nous faire vivre comme nos ancêtres au Moyen Âge, sans qu'on ait les capacités physiques de nos ancêtres au Moyen Âge, et alors qu'on est 3 fois plus nombreux et 3 fois plus vieux. Voilà. Ben, c'est très bien. Alors, on s'arrête là pour cette émission. Je donne rendez-vous à nos auditeurs, j'espère, la semaine prochaine. Donc, on va essayer de maintenir un rythme hebdomadaire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné pour les auditeurs, abonnez-vous. Et merci pour votre soutien. Et bien sûr, achetez nos livres, surtout les livres de Nicolas Bonal. Voilà. Voilà.